Une série de meurtres parmi les plus violents de l'histoire du Texas. Les meurtres s'enchaînaient les uns aux autres. C'était un véritable fléau. Ils étaient tous liés parce qu'ils étaient tous motivés par la même haine profonde. Cette haine, on leur a inculqué. Des crimes d'une brutalité inimaginable. Il valait mieux que je me prépare à ce qui allait arriver. Ils voulaient qu'on les supplie. Je vous en prie, me frappez pas. C'était d'une brutalité hallucinante. Je n'avais jamais vu personne se vanter d'un meurtre aussi horrible, aussi pervers que ça. Pour Vanity Fair, le journaliste Buzz Bissinger a mené l'enquête. Son récit a été publié dans les pages du magazine sous le titre « La haine au ventre ». Le voici en images. Nous sommes à Sinton, une petite ville très conservatrice du sud du Texas. Par une chaude soirée d'été, Molly Holguin, 19 ans, et son amie Christine Chapa, 18 ans, décident d'aller se balader au parc Violet Andrews. J'avais un mauvais pressentiment. On se disputait parce que je ne voulais pas descendre de la voiture. Elle voulait me montrer où elle avait été baptisée. Alors j'ai accepté, je ne voulais pas qu'on se fâche pour ça. On marchait dans le parc, il faisait très sombre. Et j'étais pas rassurée parce que c'était la pleine lune et les arbres projetaient des ombres tout autour. Il y avait du vent, on l'entendait dans les feuilles. Au loin, on entendait les vagues contre les rochers. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur et je n'étais pas du tout à l'aise. On marchait juste côte à côte. Et puis on est arrivé sur le belvédère et elle m'a montré l'océan, l'endroit précis où elle avait été baptisée. C'est juste là que Molly avait été baptisée. Shiva Sandage aide Christine à raconter son histoire. Les filles étaient là en train de discuter quand elles ont vu un homme passer. Elles ont tout de suite eu peur et se sont éloignées. Un type a surgi du côté de Molly avec un flingue. Sur le moment, j'ai cru rêver. C'est le genre de choses qui n'arrivent que dans les films, pas dans la réalité. Il leur a dit de descendre du belvédère. Il s'est mis derrière elle. Molly marchait devant Christine. À ce moment-là, elle pensait qu'il allait juste leur voler leurs affaires et qu'il s'en irait. À un moment, elle lui a même demandé s'il comptait les emmener quelque part. Il lui a répondu que ce serait rapide et sans douleur. C'est là que j'ai vraiment commencé à paniquer. La situation faisait vraiment peur. Entre le bruit des vagues et du vent dans les branches. Aujourd'hui encore, quand j'entends ces bruits, ça me rappelle cette nuit-là. Et je me sens sale. Viol. C'est un mot affreux, un mot difficile à entendre. J'avais peur, mais il valait mieux que je me prépare à ce qui allait arriver. Il appelle Molly la fille numéro 1 et Christine la fille numéro 2. Il a un pistolet dans une main, du ruban adhésif dans l'autre. Il va forcer les filles à s'attacher l'une l'autre. Pour moi, c'est un signe à la fois de haine et de sadisme. C'est un crime particulièrement ignoble. Il les agresse sexuellement, toutes les deux, et pendant qu'il en viole une, il oblige l'autre à gémir. En plus de tout ce qu'il leur fait subir, toute cette violence, il cherche à les humilier au maximum. Quand il a eu terminé, il leur a demandé de se mettre debout. Je me souviens que j'étais debout et que j'ai entendu un coup de feu. Quelques secondes plus tard, j'ai perdu complètement connaissance. Tout est devenu noir. Il les a simplement exécutés à bout portant d'une balle dans la nuque.
Molly Holguin meurt sur le coup. Christine Chapa, elle, est miraculeusement retrouvée vivante par 2 randonneurs, 9 heures plus tard. Je ne sais pas si j'ai été consciente très longtemps cette nuit-là, mais je sais que la plupart des cicatrices que j'ai sur les mains et les bras, je les ai eues en essayant de m'agripper aux plantes recouvertes d'épines pour appeler au secours. Je m'asseyais et je retombais en arrière. Il faisait nuit noire et je m'étais faite à l'idée que je m'en sortirais pas. Au réveil, j'étais dans un endroit inconnu, une pièce très lumineuse. Tout était blanc. Je me souviens des infirmières. Je pouvais pas vraiment les voir, mais je voyais ces serviettes qui me lavaient. Mais je sentais rien. Des fragments de la balle sont logés dans son cerveau. Elle est entièrement paralysée du côté gauche. Et alors qu'elle est clouée à son lit d'hôpital, elle a la mauvaise surprise d'apprendre qu'a été divulgué son secret le plus intime. Molly était en réalité sa petite amie. Christine n'avait encore révélé à personne son orientation sexuelle, de peur d'être rejetée par sa famille. Je suis catholique, comme la majorité des gens dans le sud du Texas. Et là-bas, l'homosexualité, c'est un péché. La police a dit à ses parents qu'elle était homo. Du coup, elle a dû faire face au meurtre de sa petite amie, ce qui était déjà impossible, tout en ayant peur que ses parents se retournent contre elle. En apprenant qu'elles étaient homo, les parents de certaines de mes amies les ont carrément mises à la porte. J'avais peur. Je ne voulais pas perdre ma famille. En réalité, c'est l'inverse qui s'est produit. Sa famille l'a énormément soutenu, l'a bien accepté, a continué à l'aimer comme avant, si ce n'est plus. Elle regrettait même de ne pas avoir connu Molly. Ils l'auraient adorée. Elle me manque beaucoup. C'est très dur. Surtout le jour de son anniversaire, ou à l'anniversaire de notre rencontre, au moment des fêtes. Pourquoi il nous a prises pour cible? Pourquoi il voulait nous tuer? Pourquoi il nous haïssait? Il n'y a vraiment aucune raison. Le meurtre ayant été commis pendant la semaine de la Gay Pride, des veilles et des manifestations sont organisées partout dans le pays. Même si la police ne considère pas l'affaire comme un crime haineux, pour la communauté LGBT, cette agression d'un couple lesbien a bien été motivée par l'homophobie. Elle rappelle à Buzz Bissinger une histoire sur laquelle il avait enquêté 20 ans auparavant. Ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que le temps passe, mais que rien ne change vraiment. Bissinger a publié La haine au ventre, un article sur la torture et le meurtre de dizaines d'homosexuels au Texas dans les années 90. Dans les années 90, la culture au Texas, en particulier en ce qui concerne l'attitude vis-à-vis des homos, était complètement préhistorique. C'était la culture de la haine. On employait très peu le mot « gay » à l'époque, on disait plutôt « tarlouse ». C'était ce genre d'homophobie décomplexée qui circulait librement dans tout l'État, un feu de broussailles qui se propageait de façon incontrôlée. Les agressions s'enchaînaient les unes aux autres. C'était d'une brutalité hallucinante, une horreur totale, teintée d'une haine profonde. Hugh Colloway et son compagnon Tan Nguyen sont en couple depuis 1 an. Par une fraîche soirée d'octobre, ils ont décidé d'aller se balader dans le parc Reverchon à Dallas. Le parc Reverchon est un endroit sympa. C'est un petit peu à l'écart, et c'était un endroit de rencontre pour les gays. À Dallas, il n'y avait pas vraiment d'endroit où aller, à part un petit bout de rue avec un bar où se retrouvaient les homos de la ville. Ils n'avaient nulle part où se rencontrer, excepté le parc, où ils pensaient pouvoir trouver un peu de tranquillité et de sécurité. C'est moi qui avais fait découvrir Reverchon à Tan. Le parc lui avait plu et il avait voulu y retourner. Alors, on avait pris l'habitude d'aller prendre à manger dans un fast-food et de venir s'asseoir sur un banc pour manger notre repas, tout en discutant et en regardant les gens passer. Alors qu'ils s'approchent d'une table de pique-nique, Colloway remarque 3 hommes qui les suivent. On est monté sur la colline. Les 3 mecs surveillaient les gens qui passaient et tout à coup, l'un d'entre eux a sorti un revolver et il a commencé à faire signe aux passants de faire demi-tour et de ne pas venir par là. À ce moment-là, je me suis approché de Tan
J'ai posé ses mains sur la table, je me suis penché vers lui et je lui ai dit à l'oreille « Tan, ne bouge pas, on va se faire braquer. Fais ce qu'ils disent, donne-leur tout ce qu'ils te demandent. » Je pensais qu'ils allaient simplement nous voler nos affaires et repartir, mais ça n'a pas été le cas. Ils ont subi une véritable séance de torture. Et ce que j'en retiens particulièrement, c'est que pendant qu'ils les tabassaient, leurs agresseurs ont sorti les hamburgers de leur sac. Ils prenaient une bouchée et boum, ils les frappaient. Une autre bouchée et boum. C'est comme ça que procèdent les tortionnaires, parce qu'ils veulent que ça dure le plus longtemps possible. En même temps, ils nous arrachaient nos vêtements. Je portais des bottes en peau de lézard. L'un d'eux les voulait, un autre voulait ma casquette en cuir. Ils avaient les yeux qui sortaient des orbites. Calloway dit qu'il avait vu sur leur visage cette expression d'excitation qu'on a quand on est sur le point d'avoir des rapports sexuels. Des yeux qui puent le cul, comme il l'a dit. Un regard d'anticipation. C'est là qu'il a compris qu'ils allaient les tuer. Par cette soirée d'octobre, dans le parc de Reverchon à Dallas, 3 hommes qui cherchent à casser du PD ont jeté leur dévolu sur Hugh Calloway et son compagnon Tan Nguyen, un réfugié vietnamien qui est aussi un homme d'affaires accompli. Tan porte un collier en or massif. Tout à coup, ils ont vu le collier. Un d'entre eux l'a agrippé, et puis un autre gars qui était de l'autre côté de la table l'a attrapé par l'autre bout. Chacun tirait de son côté, il l'étouffait, je voyais sa langue qui pendait. Ça a été une véritable orgie de violence et de sadisme pendant au moins une demi-heure. Tan incarnait à la perfection le rêve américain. Il était venu à Dallas, avait ouvert un atelier de confection de luxe dans lequel il cousait des costumes sur mesure pour des grands magasins comme Nordstrom et Neiman Marcus. Il payait ses impôts, aimait son nouveau pays qui était pour lui le symbole de la liberté. Mais dans leurs esprits dérangés, ce n'était qu'une pédale et un yakwe. Et qu'est-ce qu'on fait à ces gens-là? On les torture, on les tabasse, au point où Hugh a dû se jeter sur lui pour le protéger des coups. Il saignait abondamment, mais avant de le tuer, ses agresseurs tenaient à le faire souffrir un maximum. Voilà le genre de personnes qui étaient ses prédateurs. La violence montait crescendo. Il se faisait plus violent et plus pressant parce qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Vous savez ce qu'il voulait? Qu'on les supplie. Je vous en prie, ne nous frappez pas. Si j'avais pensé que ça changerait quelque chose, je l'aurais fait. Le passage à tabac va durer plus de 30 minutes. Il nous a regardés, et puis... boum, boum. Hugh a été touché à la jambe. Il avait la hanche en miettes. Tan, lui, a reçu une balle dans l'estomac. Mais il était toujours en vie. Et il n'en avait pas fini avec lui. Bien loin de là. Tan s'est relevé et il s'est dirigé vers la voiture. Ils l'ont rattrapé, ils se sont remis à le tabasser. Ils lui ont baissé le caleçon sur les genoux pour qu'il ne puisse pas courir. Ils l'ont tenu au sol et puis ils se sont mis à le frapper à la tête avec une pierre. Moi, j'assistais à la scène impuissant. Je me sentais terriblement coupable. C'était moi qui lui avais fait connaître ce parc. Et j'aurais dû avoir une arme dans la voiture, la prendre avec nous. Et je ne l'ai pas fait. Alors que le jour se lève, des passants retrouvent Hugh Calloway qui respire à peine. Tan est étendu dans les buissons, les yeux encore grands ouverts, les bras en croix. Lorsque la police vient enlever le corps, Hugh exige de voir son compagnon. Je les ai obligés à s'arrêter avec le brancard et à me laisser le voir, à l'éclairer pour que je le voie. Il était décédé. Il était allongé là, par terre, comme un chien qu'on aurait jeté dans un fossé. Corey Burley, le jeune homme qui vient de tuer Tan Nguyen à 19 ans.
Il est capturé quelques jours plus tard alors qu'il tente de revendre son collier en or. Burley donne le nom de ses deux complices, Frederick Eugene Kirby et Freddie Earl Turton. Les deux hommes sont inculpés d'agression à main armée. Corey Burley, qui reconnaît agresser régulièrement des homos parce qu'il les considère faibles, est condamné à la réclusion à perpétuité pour homicide volontaire. Pour Hugh Colloway, la sentence est tout aussi lourde. Il est condamné à vivre sa vie dans la culpabilité. Il se dit qu'il aurait pu faire quelque chose, qu'il aurait dû faire quelque chose. Il avait la jambe en miettes, il était impuissant, mais d'une certaine manière, il se dit que tout ça, c'est de sa faute. J'ai tout de suite vu qu'il ne s'en remettrait jamais. Tom Wing was brutally and sadistically murdered because of who he was. I was shot and left for dead because of who I am. Je souffre de stress post-traumatique. Il y a un grand vide en moi qui ne pourra jamais être comblé. Je n'ai plus jamais été avec personne après lui. Personne. Je n'en ai pas envie. Le meurtre de Tan Nguyen ne sera que le premier d'une longue série de crimes homophobes sur lesquels Buzz Bissinger a enquêté. Plus de 30 homosexuels vont être agressés et tués à travers l'État du Texas sans que personne ne lève un sourcil. À cette époque, Mel White était le doyen de la plus grande église homosexuelle de Dallas. Ça n'intéressait pas les médias. On n'arrêtait pas de leur dire « Les meurtres s'enchaînent les uns aux autres, ça ne vous semble pas étrange ?» Mais non, ça ne les intéressait pas. La police refusait de faire le lien entre les affaires. La seule chose qui est décidée de les traiter ensemble, c'est cette femme merveilleuse, Diane Hardy Garcia. Elle a énormément fait pour la cause homosexuelle. Elle a été la première à remarquer que ce n'étaient pas des incidents isolés dans une région ou l'autre de l'État. Ils étaient tous liés. Ils n'étaient pas commis par la même personne, mais ils étaient liés par la même haine profonde des gays. Ce qui frappe particulièrement Diane Hardy Garcia, c'est l'âge des agresseurs. La plupart d'entre eux sortent à peine de l'adolescence. J'ai assisté au procès de quelques-uns de ces garçons et je me suis rendu compte qu'ils étaient très très jeunes et que c'était aussi leur vie qu'ils avaient détruite. Petit à petit, j'ai compris qu'ils n'étaient pas nés avec cette haine dans le cœur. On la leur avait inculquée. Quand on fait l'apologie de la haine, eh bien, il y a des conséquences. Ils l'entendaient dans le discours des prêtres, dans celui des politiciens, et d'une certaine manière, ils se sentaient le droit d'agir. How can you be gay when you're facing death from AIDS? Homosexuality is moral perversion and is always wrong. Dans les années 90, à l'époque de tous ces meurtres homophobes, les pasteurs et les curés reprenaient les propos de Pat Robertson et Jerry Falwell. Tous ces évangélistes conservateurs qui n'en finissaient pas de grossir la menace que représentaient les homos. Le clergé traditionnel se faisait l'écho de ce que disaient les télévangélistes. Ça a été une période affreuse. Il n'y a qu'un pas entre les mots d'un pasteur et le meurtre d'un homosexuel. Les gens savaient où se trouvaient les bars gays, ils savaient où les homos se retrouvaient. Ils savaient aussi que s'ils les agressaient, les harcelaient, ces derniers n'iraient pas porter plainte parce que pour ça, il leur faudrait sortir du placard. Les criminels qui nous avaient pris pour cible en avaient parfaitement conscience. Ils savaient où nous trouver. Les meurtres s'enchaînaient les uns aux autres et personne au Texas ne faisait le lien, personne ne se rendait compte que c'était devenu un véritable fléau et qu'il fallait faire quelque chose. Les policiers fréquentaient les mêmes églises que les homophobes, ils entendaient les mêmes propos, ils étaient eux aussi conditionnés par le discours de l'église. Casser du PD est devenu le sport à la mode, ce qui finit par attirer l'attention des médias de tout le pays. Hate crimes against lesbians and gays in America must come to an end. A climate of hate is, if not being nurtured, at least is being tolerated in our country. Anti-gay violence continues to be a widespread and profoundly destructive plague across this nation. Donald Aldrich est dans le couloir de la mort. Il reconnaît en vouloir aux homosexuels parce qu'ils sont riches et vivent la belle vie. Un sentiment qu'il n'hésite pas à partager avec les policiers.
So that's where it come in with hitting them. Kind of more or less like a vengeful type thing. Aldrich est le plus âgé des membres du groupe homophobe de Tyler, qui se fait appeler le gang de la CB. Certains membres avaient à peine 14 ans et ça allait jusqu'à 29 ou 30 ans, comme dans le cas de Donald Aldrich. Ils ne formaient pas un gang à proprement parler. C'était juste un groupe de jeunes, dont la plupart s'étaient connus par le biais de leur CB. Certains d'entre eux l'avaient installé sur leur vélo. Aldrich était un peu le grand frère de ce groupe de marginaux. Quand on a demandé aux autres s'il était un peu comme le gourou du groupe, ils ont répondu que c'était une bonne manière de le décrire. C'était un mec un peu plus âgé, qui avait fait de la prison, un mec cool. Il avait du charisme et il avait rassemblé un groupe de disciples autour de lui. J'ai vu de mes yeux la façon dont ces ados, au Texas, considéraient qu'ils avaient absolument raison de faire ce qu'ils faisaient. Je crois que c'était justement ce qui était le plus horrible et le plus choquant. Et Aldrich et son groupe d'ados sont justement sur le point de commettre l'un des meurtres les plus ignobles et sadiques de cette triste série. À Tyler, au Texas, Donald Aldrich est entendu par la police au sujet du meurtre d'un homosexuel. Are you telling us that you want to talk to us without an attorney, or you want an attorney? I've got nothing to hide. I want this shit cleared up. I didn't really want him to speak to anyone. Le crime est un des meurtres les plus barbares de l'histoire de la région. Mais Aldrich ne semble pas particulièrement troublé. Pour lui, ce n'est pas si grave. Après tout, la victime n'est qu'un homo. Teenagers, you talk with a lot of teenagers, they'll tell you, well, let's go fag bashing. And they go up to one fag hangouts, and they go up and beat the hell out of a fag, take his money, and take off. Il en est fier. D'une certaine manière, dans son esprit tordu, il pense avoir rendu service à la société. Je n'avais jamais vu ça. Quelqu'un se vanter d'un crime aussi horrible, aussi pervers que ça. Nicholas West est un jeune homosexuel de 23 ans qui vit à Tyler, une ville très conservatrice du Texas. Je m'identifiais beaucoup à Nicholas, on avait à peu près le même âge. Quand j'ai appris ce qui lui était arrivé, je me suis dit, comme beaucoup d'autres, que j'aurais pu être à sa place. Un soir de novembre, Nicholas se rend au parc Birkfeld à la recherche de quelqu'un comme lui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucun endroit où les homos peuvent se retrouver à Tyler. Absolument aucun. Le bar gay le plus proche est à plus de 150 km. Le parc Birkfeld était un lieu de drague connu. Le problème, c'est que si cette information arrivait aux oreilles des casseurs de PD et autres meurtriers, ils se seraient dit « Génial, c'est là qu'ils se réunissent. On va aller faire un carton. » Et c'est ce qui s'est passé. Donald Aldrich et deux membres du gang des CB, Henry Dunn et David McMillian, sont eux aussi au parc ce soir-là, à la recherche d'une victime. Simplement pour rigoler, comme le dit Aldrich. Ici, dans les rues où les gens venaient se garer, on entrait dans le parc de nuit pour retrouver quelqu'un dans les toilettes. Il y avait aussi une cabine téléphonique ici à l'époque. Donald Aldrich venait attendre dans la cabine. Il servait de leurre. Et ce soir-là, Nicholas West est arrivé et il a mordu à l'appât. Aldrich suit Nicholas jusqu'à sa voiture et une fois à l'intérieur, sort son Magnum 357 et lui ordonne de lui donner tout son argent. It was kind of a simple robbery. Y'all just wanted money and get the hell out. Why did y'all spend another hour just playing with a guy, scaring the hell out of him? Having fun. You kind of got off to scaring the living hell out of him. Yeah, that was what I got off to. It was just the fact that this man damn near pissing all over himself. It was just the look that come over his face. When the gun comes out, he realizes you've got a gun on him. I think that was what kind of hooked me. Was just the look of fear. Aldrich et son gang conduisent ensuite Nicholas West jusqu'à un endroit isolé à l'extérieur de la ville, connu sous le nom de The Pits.
Ils se sont garés là. Ils l'ont fait descendre de voiture. Ils lui ont fait grimper la colline. Ils savaient très bien qu'il allait mourir. Ils savaient qu'il marchait vers la mort. The Pits, c'est un endroit vraiment désolé, au milieu de nulle part. Ils lui ont fait retirer ses chaussures, lui ont baissé son pantalon. What did you say the guy did when y'all killed him Tuesday night? He shit his pants. Shit his pants. What did you think when you saw that? I just died laughing. You thought that was pretty damn funny. I thought that was funny. Ils adoraient provoquer ce sentiment de peur, de terreur. Mais ce n'était pas terminé. Au contraire, d'une certaine manière, il ne faisait que commencer. Ils ont découvert qu'il avait de l'argent dans ses poches dont il ne leur avait pas parlé ou qu'il avait oublié, peu importe. Ça a énervé Donald Aldrich parce qu'il est parti du principe qu'il lui avait menti. Il a pris son revolver, son Magnum 357, et comme il me l'a dit, puisque je l'ai interviewé dans le couloir de la mort, il l'a giflé. Il n'a pas dit qu'il l'avait frappé, mais giflé. Grosse différence. Il le frappe au visage, ce qui provoque un gros hématome sur le côté de la tête. Ça fait partie du petit jeu sadique de la torture, avant d'en venir aux choses sérieuses. En 53 ans de carrière dans la police, j'en ai vu passer des meurtriers, des violeurs, des braqueurs, mais je n'ose même pas imaginer la peur que Nick West a dû ressentir. C'est inimaginable. Les choses sérieuses vont prendre la forme d'un combat de boxe. Henry Dunn ordonne à Nicholas de se mettre en garde et de se battre. Debout, pieds nus, avec son caleçon souillé et du sang qui coule de son arcade droite, ce dernier refuse d'obtempérer. Alors il a frappé Nicholas à plusieurs reprises. Il ne se défendait pas. Alors au bout d'un moment, Henry en a eu marre. Il a sorti son revolver et il lui a tiré dessus plusieurs fois. Aldrich et Macmillan vident aussi leur chargeur. Le corps de Nicholas West finit criblé de 25 balles de pistolet. Je suis allé au parc Birkfeld et dans la carrière où ils l'ont descendu. Son corps était tellement criblé de balles qu'on ne savait plus par où elles étaient entrées ou sorties. J'ai vu la haine en action, comme jamais auparavant. Et ça m'a donné la nausée. Nicholas West est mort en raison du climat toxique qui régnait à Tyler. Pas simplement parce qu'Aldrich était un tueur, mais parce que tout leur environnement les y encourageait. Pour le révérend Mel White, l'Église, qui condamne l'homosexualité en se basant sur une lecture biaisée de la Bible, est en partie responsable. Il y a environ 31 000 versets dans la Bible. Ils en choisissent 6 qu'ils sortent de leur contexte et ils s'en servent pour nous accabler. Comme celui-ci. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. D'où sortent des pensées et des sentiments aussi vils? Ils ne sont pas nés avec. On leur inculque. C'est un mensonge qui est perpétué et encouragé presque toujours par le clergé. Dans le cas de Nicholas West, l'opprobre le suivra jusque dans la tombe. J'étais parmi les orateurs à ses funérailles. Le pasteur a déclaré que l'homosexualité était un péché et un crime. Que si Nicholas était mort, c'était à cause de ce péché. Ils ont même réussi à faire de la propagande à son enterrement. Après ce meurtre brutal, la communauté LGBT s'interroge. Combien d'entre eux vont-ils devoir mourir avant que quelque chose ne soit fait pour assurer leur sécurité ? En 1993, le meurtre sadique de Nicholas West amène la communauté LGBT texane à se rassembler. Si je me suis engagée, c'est à cause du meurtre de Nicholas West. À l'époque, je me suis dit que si on faisait tout un battage autour de ce crime qui était particulièrement odieux, on allait forcément provoquer une réaction. On demandait simplement à l'État de s'opposer à toute cette violence. Un indicateur de la police lui fournit le nom des 3 tueurs qui sont appréhendés et traduits devant la justice. Donald Aldrich est reconnu coupable du meurtre de Nicholas West et exécuté en 2004. Henry Dunn sera lui aussi reconnu coupable de meurtre et exécuté en 2003.
Le plus jeune membre du gang, David McMillian, 17 ans, sera reconnu coupable d'agression caractérisée et d'enlèvement et condamné à la réclusion à perpétuité. Ces jeunes hommes qui ont tué quelqu'un par homophobie vont au final mourir à cause de cette haine qu'ils nourrissent. C'est pour cela qu'on voulait agir en amont. Si on avait su que ces hommes avaient déjà commis des crimes haineux, si ces crimes avaient été signalés aux autorités, s'ils avaient été véritablement pris au sérieux, on aurait pu empêcher tous ces meurtres. C'est pour ça que la loi sur les crimes haineux est une question si cruciale. Le meurtre de Nicholas West va lancer une campagne destinée à promouvoir une loi sur les crimes haineux afin de protéger les droits des homosexuels. Mais il va être difficile de trouver des soutiens à ce projet. Let love triumph and let hate die. On a organisé un grand rassemblement dans l'est du Texas pour dénoncer ce qui était arrivé à Nicholas. Et le plus choquant dans tout ça, c'est qu'aucun des élus de la région, et je les ai tous appelés un par un, n'a accepté de participer. Aucun d'entre eux n'a voulu s'élever publiquement contre ce crime odieux. Pas un seul. Il n'y a pas que les hommes politiques. Les crimes homophobes sont traités à la légère même par les juges. The victims were homosexuals. They were out in the homosexual area picking up teenage boys. Had they not been out there trying to spread AIDS around, they'd still be alive today. Quand vous entendez des juges et la police condamner les homosexuels, quand ce sont eux qui ont voix au chapitre, ça crée un climat toxique. On se retrouve avec trois entités toxiques qui ont toutes les trois le même discours. Les homos sont des meurtriers, des pervers qui prennent nos enfants pour des proies, alors il faut qu'ils restent cachés, ou alors ils seront éradiqués. Cette campagne, destinée à faire passer une loi qui protégerait les homosexuels, va s'avérer difficile. Au Texas, il existe plein de lois pour protéger des intérêts particuliers. Les peines sont plus sévères si on s'en prend aux puits de pétrole, au bétail ou à des élus. Les peines sont plus sévères pour tout un tas de choses. Alors c'était le comble de l'hypocrisie que de dire qu'on ne pouvait pas avoir des peines plus sévères pour les crimes haineux. Il faudra attendre 10 ans pour convaincre le pouvoir législatif de passer une loi contre les crimes homophobes. On pourrait discuter de l'utilité d'une loi qui vise particulièrement les crimes homophobes, mais personnellement, je trouve ça important. Je trouve qu'elle nous rappelle que ce genre de crime existe. Pour moi, il y a une grosse différence entre les crimes passionnels et les crimes à caractère haineux. En juin 2012, Christine Chapa et sa petite amie Molly Holguin sont violées avant d'être exécutées à bout portant par un inconnu. Molly est tuée sur le coup. Mais Christine, elle, va survivre à la balle qui va lui déchirer le cerveau. Quand je pense que j'ai failli perdre la vie, que j'ai failli perdre ma famille à cause de lui, c'est très dur. Dur d'accepter le fait que quelqu'un m'ait mis une balle dans la tête et puis vouloir me tuer. Dur d'être confronté à tant de haine, comme si je n'étais pas vraiment un être humain. Lorsqu'elle reprend connaissance, Christine aide les autorités à établir un portrait robot de son agresseur. Un homme blanc, brun, d'une vingtaine d'années, d'environ 1,73 m et 65 kg. J'ai dû lutter pour nous deux, pour que justice soit faite. Ça fait des années que j'attends qu'on le retrouve. J'ai hâte de le regarder dans les yeux et de lui dire ce que je ressens. Malgré des recherches approfondies, la police ne parvient toujours pas à mettre la main sur le meurtrier de Molly Holguin. Quand tout à coup, en juin 2014, 2 années après l'agression, un mystérieux courrier arrive chez les Chapa. La lettre dénonce le tueur présumé. C'est lui qui m'a fait subir tout ça. Il nous a fait du tort à Molly et moi. Il m'a pris Molly. Et à moi, il m'a fait ça. Mais contre toute attente, ce n'est pas le tueur dont le nom apparaît dans la lettre qui va se retrouver devant la justice. C'est la main qu'on perd en premier.
Et la dernière qu'on récupère. À cause de tous les petits muscles qu'il y a dans la paume et les doigts. C'est surtout sur elle qu'il faut que je me concentre parce que je me suis fixé comme objectif d'arriver à soulever un verre d'eau. Ça me suffirait. Alors que Christine Chapa se bat pour surmonter les blessures que lui a infligé la balle qui lui a déchiré le côté droit de la tête, la police n'a toujours aucun suspect sérieux. Mais soudain, l'affaire connaît un rebondissement inattendu. Nous sommes 2 ans plus tard. Et cette lettre si mystérieuse finit par arriver chez Christine. Elle est destinée à la jeune femme et à sa famille. Ils la reçoivent, l'ouvrent, et à l'intérieur se trouve une description très détaillée du crime, et des éléments que seul le tueur pourrait connaître. Et puis, il y a une photo du tueur présumé. La lettre donne un nom. Cristobal Melchor. La photo est déchirée en 2, masquant la personne se tenant à côté du coupable présumé. Lorsque la police interroge ce dernier, il leur fournit un alibi en béton. Il était dans l'armée, déployé sur une mission au moment des faits. En revanche, il reconnaît la photo. Melchor leur a dit « Oui, je sais qui est l'autre personne sur la photo. Il s'agit de David Strickland. La photo a été prise par Laura, sa femme. De toute évidence, David ne voulait pas être sur la photo, mais je m'en souviens très bien. Il se trouve que la police avait déjà eu affaire à David Strickland. David Strickland, 26 ans, habite juste à côté du parc Violet Andrews. Il avait contacté la police, affirmant avoir remarqué un véhicule blanc suspect aux abords du parc le soir du meurtre. 5 jours après les faits, David Strickland s'était rendu volontairement au commissariat pour leur fournir des informations sur un véhicule qu'il disait avoir aperçu dans les parages. C'est très bizarre qu'il se soit volontairement mêlé à l'enquête, alors qu'il n'avait aucune raison d'être soupçonné à la base. Strickland est un ancien ami de Melchor, et les deux sont brouillés. La police décide de perquisitionner la voiture de Strickland et dans le coffre, découvre un pistolet Glock de calibre 45. L'analyse balistique confirmera vite qu'il s'agit bien de l'arme du crime. Et les policiers découvrent autre chose, un sac. Lorsque la police a trouvé le sac et que le procureur a pu l'examiner, vu que c'était une pièce à conviction, il en a conclu que c'était une sorte de kit du violeur. Il contenait tous les outils et accessoires nécessaires pour commettre un viol. Il ne manquait rien. À l'intérieur du sac, la police trouvera un couteau, des menottes, une pince Monseigneur, un spray poivre, des préservatifs, du lubrifiant et une paire de gants de sport noirs, les mêmes que ceux que portait le meurtrier de Molly Holguin. David Strickland est arrêté et inculpé de viol aggravé, d'attaque à main armée, d'enlèvement et d'homicide volontaire. Même s'il pourrait s'agir d'un crime homophobe, le parquet décide de ne pas inculper Strickland de crime haineux, ce qui impliquerait de faire la preuve du caractère homophobe de l'agression. David Strickland plaide non coupable. Pour moi, le plus odieux dans tout ça, c'est qu'un mois après le meurtre, David Strickland se tenait là, sur ce belvédère, avec Laura, sa fiancée, en attendant que le maire vienne les marier. Pile au-dessus de la scène de crime, où il suffisait de se pencher pour voir l'herbe teintée du sang des 2 jeunes femmes. C'est un odieux jeu du chat et de la souris, le paroxysme de la perversité. Il prend un pied fou à faire ça. J'essaie de comprendre pourquoi David a choisi d'épouser sa femme pile à cet endroit. Et je n'y arrive pas. Ça va au-delà de la perversion. C'est une haine profonde. Il y a 20 ans de cela, quand quelqu'un était victime d'un crime homophobe, les médias, en général, préféraient ne pas dire qu'il ou elle était homo. Une des choses les plus remarquables dans cette affaire, c'est que dès le début, les médias ont bien précisé qu'il s'agissait de 2 filles qui étaient en couple. Ça n'a jamais été un secret ou quelque chose qu'ils ont essayé de cacher. Pour moi, c'est formidable et c'est très important.
Il a pris la vie de Molly. Il a ruiné la mienne. Je ne suis plus la même. Il y a des choses que je ne pourrai jamais retrouver. Malgré ça, il faut que je continue à avancer. Mais ce n'est pas toujours facile. Le problème dans ce genre d'affaires, c'est que la torture ne s'arrête pas au coup de feu, ni à la fin des tortures, ni à la mort. Elle continue pour toujours. C'est une histoire de persévérance, de survie. Elle parle d'une jeune femme qui refuse d'être une victime. Elle est forte, pleine d'allant, courageuse. Et elle ne baisse pas les bras.